Depuis quelque temps, le crime fait partie de notre quotidien, voire de notre imaginaire. La preuve, dans certaines de nos chansons et plaisanteries populaires, nous faisons l'apologie du crime et du criminel. Même s'il est un phénomène social inhérent à toute société, comme le dit le sociologue français Émile Durkheim, le crime, pourtant, tend à s'installer en Haïti comme une pratique de vie, au plus haut sommet de l'État, comme dans les relations entre simples citoyens. C'est le crime, parfois, qui, en partie, nous définit. D'ailleurs, en notre défaveur, l'étranger a toujours tendance à nous réduire à ce qui n'est pas foncièrement nous-mêmes, la criminalité. Voilà pourquoi l'on questionne le phénomène criminel aujourd'hui à Agora, et ceci dans une démarche holistique, dans une approche holistique. Et pour débattre de ce sujet capital, assez intéressant, comme ça, nous avons l'insigne honneur de recevoir comme invité conférencier aujourd'hui le professeur Daniel Jean, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Agora. Bonjour Alain, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent. C'est un plaisir pour nous d'être à cet espace combien, on va dire, demandé et suivi pour parler aujourd'hui de la criminalité. Donc je suis assez, on va dire, prêt et surtout content de partager, d'échanger avec vous Alain et avec tout le panel. Et voilà. Et aujourd'hui, notre sujet mis en débat, le phénomène criminel haïtien, une approche holistique. Et comme invité conférencier, je vous l'ai dit, c'est le professeur Daniel Jean, qui est avocat, spécialiste en sciences de la population et du développement, spécialiste en sciences pénales et en criminologie. C'est un homme public. Il est un ancien porte-parole de l'Amérique Delma, ancien porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ancien porte-parole de l'unité de lutte contre la corruption ULCC et actuel consultant au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il est actuel responsable également de communication à la Fondation Dr Daniel Mathurin pour l'éducation, la science et la culture. Et enfin, il est aussi responsable, aujourd'hui bien sûr, de la firme Crime Expert, spécialisée dans l'étude du crime en Haïti. Professeur Daniel Jean, je vous passe le verbe. Et Alain, merci. C'est un plaisir, redisons-nous, d'être ensemble sur ce plateau pour parler criminalité aujourd'hui. Oui. Nous dirons dans un premier temps que le phénomène criminel en question aujourd'hui, et je voudrais bien apporter cette précision dès le départ, se diffère de l'insécurité en question dans le contexte de cette présentation. Nous savons que pour l'instant et depuis une dizaine d'années, l'insécurité bat son plein un peu partout dans le pays et nous avons donc un dysfonctionnement même de la société par rapport à ce phénomène qui pour l'instant ne se diminue pas en termes de statistiques. Au contraire, on va dire que des groupes illégalement armés, nous prenons cette précaution de ne pas trop parler de gangs armés, ces groupes reprennent illégalement armés prennent de plus en plus du territoire. Donc voilà, c'est l'insécurité. Mais alors aujourd'hui, nous allons surtout parler du phénomène criminel qui au passage à travers notre intervention peut se voir en tout cas corrélationné avec l'insécurité, mais l'insécurité qui est quelque chose de plus conjoncturel, de plus actuel, s'explique par exemple par des facteurs politique, alors que ici dans le cadre de cette intervention qui nous le souhaitons bien sera strictement académique, nous parlerons de la criminalité qui est un phénomène inhérent à toute société. Alain vient de le dire en intro. Et Émile Durkheim nous l'explique parfaitement bien dans Le crime,
que la criminalité est à la fois normale au sens que la société ne pourra jamais l'éradiquer complètement et est également générale parce que présente dans toutes les sociétés. Nous sommes justement en train de parler d'un fait social qui est viscéral à la société et qui demande une approche en termes de modèle explicatif assez complexe. C'est en ce sens que nous avons donc recours à la criminologie qui pour sa part est cette science à part entière qui s'occupe des modèles explicatifs du crime dans une sous-partie qu'elle contient qui serait l'étiologie. Donc quand nous parlons d'étiologie criminelle ou encore de criminogénèse, nous parlons de cette branche de la criminologie qui s'occupe de l'étude des causes ou encore des facteurs, ce que j'appelle moi-même un modèle explicatif pour le crime, pour le phénomène criminel. Et non pour l'insécurité, je viens de le dire, l'insécurité c'est une surface. Mais fondamentalement aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le phénomène criminel. C'est-à-dire, Alain, ce débat pourrait avoir lieu sans la montée de l'insécurité telle qu'elle est aujourd'hui. C'est toujours fondamental. D'ailleurs, c'est parce que ces débats ne se font pas suffisamment que vous avez l'insécurité. L'insécurité, quand elle monte, c'est une mauvaise gestion du phénomène criminel qui vous donne la plupart du temps une insécurité grandissante. La criminologie, ce qu'elle fait également, elle participe à la solution des problèmes, des crises de l'insécurité. Donc, il y a une portée préventive de la criminologie qui proscrit, qui propose des mesures à adopter pour éviter le pire, pour éviter cette situation que nous vivons ici en Haïti, ou pour éviter vraiment le pire, parce que il y aura toujours le pire du pire. Maintenant, ceci étant précisé, la question est posée: comment comprendre le phénomène criminel haïtien? Également, quelle approche faudrait-il prioriser? L'objectif de notre intervention est donc d'exposer la complexité de cette démarche, faire comprendre à nos auditeurs, auditrices, que la réponse n'est pas simple. Elle est complexe et on doit se servir de plusieurs grilles d'analyse pour essayer de cerner ce phénomène qui, au range, est assez complexe. Également, je vise à proposer des actions durables à la société, ou encore un appel à travers cette émission à l'action durable, parce que j'anticipe, le phénomène criminel sera endigué, sera réduit considérablement que par des actions durables et non des actions superficielles pour réduire l'insécurité. Vous pouvez toujours réduire l'insécurité et n'avoir jamais agi sur le phénomène criminel en lui-même dans la société. Alors, les grilles d'analyse. Notre intervention se veut être courte. Pour parler de l'étiologie criminelle, nous pourrions considérer toute la journée. Mais dans une démarche de récapitulation, nous dirons qu'il existe fondamentalement trois grandes grilles d'analyse criminologique pour expliquer le passage à l'acte criminel. Il y a dans un premier temps la biocriminologie, il y a la sociocriminologie et il y a également la psychocriminologie. Mais que ce soit bien clair, du point de vue chronologique, antérieurement, ce qu'il y a eu avant et dès le départ, c'est une approche biocriminologique de ce phénomène avec Cesare Lombroso, ce médecin italien, comme nous le savons toutes et tous,
qui nous a fait cadeau la première théorie criminologique structurée et expérimentale qui soit, à savoir la théorie du criminel né. Le médecin, le criminologue, le professeur César Lomboso, je salue toutes les Lombosiennes, tous les Lombosiens condisciples du master en sciences pénales et en sciences criminelles de la DEP, la direction des études postgraduées de l'UEH. Parce que c'est quand même une question de courant, il y en a certains qui jusqu'à présent sont restés attachés, n'est-ce pas, à l'approche lombosienne, qui en effet, nous précisons, est une démarche expérimentale qui a proposé les premières explications scientifiques du crime, comme quoi certains individus seraient prédisposés à l'action criminelle en raison de leurs caractéristiques physiques, par exemple, la forme de leur visage, la forme de leur crâne. Et ce serait donc ce que nous appelons un atavisme lombosien, au sens que les tares de l'évolution de l'espèce humaine seraient présentes chez certains individus sur le plan organique et la constitution physique du cerveau humain et tout le reste de l'organisme, si en effet il y a des dysfonctionnements, par exemple un dysfonctionnement hormonal, on a découvert ça un peu plus tard, ça peut prédisposer l'individu au passage à l'acte criminel. Maintenant, cette approche de Lomboso, qui a été, on va dire, la première et la seule, a été vivement critiquée jusqu'à présent. Il y a, je salue aussi les anti-lombosiens, il y en a certains qui ne veulent entendre parler, mais vraiment même pour une seconde, de cette approche. Mais ce qu'il faut faire, et c'est ça notre démarche aujourd'hui à Agora, c'est de considérer toutes les approches. C'est la première, et là, on est au XVIe siècle, c'est la seule approche qui a été vivement critiqué par plus d'un. Et puis le disciple de Lomboso, c'est Enrico Ferri, également italien, un excellent professeur, va dire écoutez, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau avec l'eau du bain. Ce qu'il y a peut-être à considérer, c'est que effectivement certains individus pourraient être prédisposés à commettre le crime, mais d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte et empêcher le passage à l'acte de ces individus, et c'est cette approche multifactorielle, la multiplicité des facteurs criminogènes que Enrico Ferri nous présente. Et aujourd'hui, si nous pouvons parler de plusieurs grilles d'analyse, de plusieurs facteurs qui expliquent le crime, c'est grâce à Enrico Ferri qui a proposé un document à tout jamais et inoubliable, la sociologie du crime. Alors, comment comprendre que l'élève parle de la sociologie du crime tandis que son maître parlait de la biologie et du crime? Alors, pour conclure brièvement sur la biologie du crime, c'est que il y a, avec le temps, ce courant qui tient encore et qui évolue. Nous avons par exemple des approches d'ordre génétique, toujours à l'intérieur de la biocriminogénèse, qui expliquent en effet que certaines gènes liés à la dopamine, des gènes qui sont liés également à la sérotonine, qui c'est des molécules qui traversent les c'est un peu de la neurologie, les neurotransmetteurs, qui lorsqu'il y a un dysfonctionnement, produisent des comportements antisociaux. Et donc, lorsque nous avons affaire à des causes biologiques, Alain, on va comprendre, bien entendu, que la solution va être biologique également, va être médicamenteuse, en effet. La neurologie, nous l'avons annoncé tout à l'heure, il y a des régions frontales, il y a des espaces du cerveau. J'ai prévu de venir avec
une crâne pour montrer, pour faire la démonstration. Bon, nous avons besoin d'un laboratoire à cet effet. Des espaces, en tout cas, du cerveau humain, et qui, lorsque la conduction des neurotransmetteurs ne se fonctionne pas suffisamment, ou les molécules qui doivent circuler à l'intérieur de ces neurotransmetteurs, lorsque ces molécules sont soit en suffisance, soit en surabondance, et ça peut agir sur le système de la réglementation biologique de l'individu, et également ça peut affecter, c'est exactement le cas des sérotonines par exemple, qui peuvent dans le cadre d'un dérèglement agir sur l'humeur par exemple, et sur le comportement de l'individu, qui à la limite peut frôler le passage à l'acte criminel. Les hormones également. Nous allons prendre l'exemple d'une avance pubertaire ou de retard pubertaire. C'est-à-dire, la puberté, c'est un phénomène purement biologique, on est d'accord. Mais il y a un certain âge à laquelle le sexe masculin atteint la puberté, et ça a une explication biologique. Le sexe féminin atteint la puberté biologiquement. Et en termes de symptômes clairement observable et identifiable chez le sexe féminin par exemple, c'est la menstruation. Maintenant, l'avance pubertaire, c'est que bien entendu l'âge pour la puberté est varié d'une société à une autre. Il y a d'autres facteurs qui l'expliquent, mais globalement pour l'instant on est dans une tranche d'âge de 10 à 12 ans. Donc, l'avance pubertaire serait le fait pour une personne de se voir avoir ses règles avant cet âge, à 8 ans par exemple. C'est le cas d'une avance pubertaire. Ou le retard pubertaire, la personne traverse ses 18 ans et ne connaît pas encore ses premières règles. Cela peut affecter n'est-ce pas, cette déréglementation hormonale peut affecter le comportement de l'individu, affecte premièrement le cerveau de l'individu, on va voir ça de la psychocriminologie, et affecte le comportement de l'individu. Cet individu peut être très dépressif par exemple, et la dépression c'est dangereux pour la criminologie. La dépression est hautement criminogène, on est d'accord, parce que ça peut même conduire au suicide. Ça peut également rendre agressif l'individu, par exemple. L'individu peut être en tout temps sur les nerfs. Et cet individu est en tout cas propice pour ne pas résister, et c'est un terrain, pour ne pas résister aux charges psychologiques, c'est-à-dire aux secousses de la vie, par exemple, à des contrariétés, par exemple. Donc on va voir ça. Donc c'est important avec César Lombozo. Donc on pourrait passer toute la journée de l'approche et biocriminologique et oublier les autres. Mais si on le fait, on tomberait dans ce que, et c'est pas bien, nous appelons un biologisme criminologique, c'est-à-dire cette approche qui veut tout expliquer en termes de phénomènes criminels par la biologie, comme quoi tous les jeunes que nous avons là aujourd'hui qui sont dans des groupes armés, ils seraient tous et seulement malades dans leur corps, qui expliquerait le passage à l'acte criminel. On est d'accord que certes, et c'est ça l'approche holistique, et le mot global que Alan aime, on va revenir là-dessus. Alan, certes, certains d'entre eux sont effectivement malades dans leur corps, mais Enrico Ferri nous a proposé dans la sociologie criminelle une autre manière de voir les choses, à savoir considérer d'autres facteurs que Lombozo n'a pas lui-même su considérer avec sa théorie du criminel, parce que lui il est clair, tu es né pour être criminel, tu es prédisposé à cet effet par rapport à ces facteurs là, et que presque de manière irrémédiable, alors que Enrico Ferri croit que non, il y a d'autres facteurs comme la sociocriminologie que nous voudrions tout un petit peu considérer là maintenant, à savoir les facteurs sociaux du crime. Alors
j'attire l'attention de plus d'un, particulièrement mes collègues spécialistes en criminologie, que lorsqu'on parle des facteurs sociaux du crime, on a l'intention, n'est-ce pas, et cette fâcheuse tendance de considérer les conditions sociales qui peuvent expliquer le passage à l'acte criminel. On est d'accord, mais il faut également considérer les facteurs sociaux du crime comme également des facteurs qui peuvent empêcher l'individu de passer à l'acte criminel. D'ailleurs, c'était ça le but de Enrico Ferri. Les facteurs qui expliquent le passage à l'acte criminel sur le plan sociologique sont, on va dire, débattus tous les jours. La pauvreté explique le passage à l'acte criminel, le manque d'éducation, la discrimination, l'exclusion sociale, l'absence des services de base, des services sociaux de base dans des espaces, dans un espace précis, rend cet espace criminogène. C'est-à-dire, cela n'explique pas que l'individu va forcément tomber dans la criminalité, c'est-à-dire va forcément passer à l'acte criminel, va forcément commettre des actes délinquants, va forcément se mettre en face de la loi. Tu vois, c'est pas forcément, mais cet individu qui évolue dans un espace où les services de base ne sont pas présents, il est plus enclin, n'est-ce pas, de ne pas résister à la tentation délinquante que notre individu qui vit dans un autre espace où les conditions sociales de base sont réunies. C'est cette nuance qu'il faut apporter quand on parle des facteurs sociaux qui expliquent le passage à l'acte criminel. Il y a des quartiers populeux où les services de base sont absents, où la pauvreté est criante, où évidemment la vie est difficile. Ça met l'individu dans une situation où il est propice pour passer à l'acte criminel. Mais c'est avec Jean Piaget, nous allons voir qu'il y a enfin l'individu, c'est une approche cognitive, une approche cognitive de ces facteurs environnementaux qui met l'individu en question. C'est-à-dire, Jean Piaget croit que c'est vrai, l'environnement est pour beaucoup, l'environnement fait pression sur l'individu pour passer à l'acte criminel, mais l'individu en tant que personne traite l'information, traite cette tentation de passer à l'acte et peut ne pas passer à l'acte malgré, n'est-ce pas, que les facteurs, les conditions sociales et les facteurs sociaux du crime se réunissent. Donc il y a un traitement que l'individu fait de l'information et de la tentation pour passer à l'acte. Et il y a d'autres facteurs qui vont expliquer, malgré les facteurs criminogènes d'ordre sociologique, que cet individu ne passe pas à l'acte. Alors, dans un autre sens, les facteurs sociaux du crime aident à lutter contre la criminalité. C'est en ce sens que nous avons cette théorie du contrôle social de Trévis qui explique que le contrôle social est un élément important pour aider à lutter contre la délinquance. Eh bien ça, c'est au niveau de la sociologie, il y a une organisation, il y a une telle organisation sociale qui peut empêcher, qui peut servir de barrière, n'est-ce pas, pour que les individus qui sont tentés de commettre des crimes ne tombent pas dans la criminalité. Aujourd'hui, il faut se demander quel est le niveau du contrôle social. Le contrôle social, c'est ce rapport plus ou moins étroit que l'individu établit avec son entourage. Lorsque l'individu fait quelque chose mais qui va à l'encontre des normes, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une incivilité, c'est-à-dire une violation qui n'est pas trop grave, il y a des gens dans le quartier qui adressent l'individu, qui est en vie de palavel, etc., etc. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Parce que ce soit bien clair, tous les délinquants ont commis à un moment donné des incivilités. Et ce sont ces incivilités qui n'ont pas été corrigées correctement. Il y a cette théorie zéro tolérance, c'est ça la théorie zéro tolérance. C'est pas ce qu'on a dit de cette expression en 2004. Non, l'approche zéro tolérance, c'est une approche qui vise à sanctionner toutes les incivilités, si petites soient-elles. On les considère, lorsque l'enfant
commet un petit acte, un acte qui n'est pas en soi de la délinquance en soi, c'est un acte, on va dire, un petit acte, c'est un acte qui frôle la morale par exemple, la décence par exemple, mais on corrige cette incivilité pour ne pas avoir à lutter contre l'insécurité généralisée que nous avons aujourd'hui. Donc l'État par exemple pourrait se dire qu'il va se donner une politique pour corriger les incivilités, et ça passe par une proximité entre l'État et cet individu. Ça passe également par une conscience collective de l'entourage de cet individu, parce que c'est entourage au cap premier jour ou pas cap pipi là. Vous voyez, donc c'est une approche axée sur la sociologie du crime. Enfin, nous avons la psychologie du crime. C'est important, c'est extrêmement important. La psychocriminologie, la psychologie criminelle, ça nous met en face de l'état mental de l'individu. Ça nous met en face de la personnalité de l'individu également. Bon, en effet, il y en a certains qui se spécialisent dans la psychologie criminelle, qui essaient de voir ce qui se passe à l'intérieur de la tête de l'individu et qui explique son passage à l'acte criminel. Si encore une fois j'étais dans un laboratoire, je pourrais prendre l'exemple d'une arme. Vous voyez, l'arme c'est un matériel, c'est physique. Donc lorsque on utilise, c'est un individu qui conçoit un message dans sa tête, et c'est un long processus. Pour passer à l'acte criminel, c'est extrêmement difficile pour commettre un crime. C'est très difficile. C'est un long processus psychologique jusqu'à aboutir à la décision du passage à l'acte criminel, c'est-à-dire à l'utilisation de l'arme à feu ou d'une arme coupante ou de ses mains par exemple. Donc, quelle catégorie d'individus qui sont plus enclins de ne pas résister à la tentation criminelle, à la prépension criminelle? Ça, c'est la psychologie criminelle qui répond à cette question. Enfin, je voudrais, pendant qu'on parle de psychologie criminelle, attirer l'attention sur la notion de la personnalité. Il y a des personnalités que nous appelons des personnalités délinquantes, des personnalités criminelles. Je vais donner quelques caractéristiques à l'instar de notre doyen Das qui nous regarde et nous écoute, que je salue, le doyen de la faculté d'ethnologie, un excellent professeur de criminologie, de psychologie criminelle. Enfin, j'ai un peu rajouté pour préciser que c'est l'ensemble de ces facteurs, c'est pratiquement l'ensemble de ces facteurs qui doivent se réunir pour considérer une personne à risque psychologiquement pour passer à l'acte criminel. Je vais souligner 7 facteurs. L'incapacité de l'individu de se conformer aux normes. Et pour preuve, c'est un individu qui va être impliqué dans plusieurs arrestations à répétition. L'usage répété du mensonge, de la tromperie, quelquefois c'est inutilement, c'est à peu près comme la kleptomanie, quelqu'un qui a une envie irrésistible de s'approprier, de prendre l'affaire d'autrui. C'est pathologique. Il faut comprendre que le phénomène criminel considère les criminels comme des malades, des personnes qui doivent être traitées. Donc, c'est des personnes qui peut-être font des victimes, mais elles sont elles-mêmes des victimes qui méritent d'être prises en charge, soit du point de vue de la biologie, soit du point de vue de la sociologie, ou encore du point de vue de la psychologie que nous sommes en train de voir là de près. Quelqu'un qui ment pour rien, sans intérêt, parce que quand même, si on ment, le mensonge c'est un écart, c'est une déviance à la norme. On est d'accord. Maintenant, pour avoir déjà c'est un processus assez long pour décider de mentir. Alors on peut décider de mentir et ne pas pouvoir mentir. Bon, maintenant, si on ment, on le fait. Il y a des explications pour le mensonge. Mais dans le cas de ces individus, c'est-à-dire là nous sommes dans le cas d'un ensemble de pathologies. C'est des individus qui mentent pour rien, sans intérêt, sans que ce mensonge, sans que cette tromperie ne serve réellement à quelque chose. Troisièmement, nous avons des situations d'impulsivité.
un individu impulsif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas maîtriser ses émotions. Quelqu'un qui est impulsif, qui est toujours prêt à réagir avec impulsivité, c'est-à-dire à réagir avec force, quelquefois même avec de la force physique pour résoudre les problèmes. Et l'irritabilité, quatrièmement, et l'agressivité, c'est aussi un indicateur de la criminalité, de la personnalité délinquante. Et pour preuve, cet individu va être impliqué dans plusieurs bagarres. Ce jeune va être impliqué dans plusieurs bagarres du quartier. Et à ce moment-là, c'est un signe. Ce signe à lui seul ne suffit pas, mais c'est un signe à considérer pour voir s'il n'y a pas chez cet individu d'autres traits de la personnalité délinquante que je viens de citer, que je citerai encore, et donc pour le prendre en charge de très tôt. Il y a aussi en cinquième position une témérité et un dédain pour la sécurité de soi et des autres. C'est une personne qui ne se soucie guère pour être en sécurité elle-même ou pour mettre les autres en sécurité. Il y a comme un début d'idéation suicidaire. C'est un comportement, l'idéation suicidaire, c'est le suicide comme vous l'imaginez, c'est un processus qui aboutit finalement à l'acte, d'accord, mais ça se construit au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau précisément. Et l'idéation suicidaire, c'est ce comportement un peu irresponsable pour la sécurité de soi. Des risques que la personne prend inutilement, tant dans la conduite par exemple. On sait toutes et tous que conduire demande une lucidité certaine. Donc, et que l'alcool baisse cette lucidité. Donc, on n'a pas de problème que la conduit et que la boit dernier niveau et limiter vie en danger et la personne ne se soucie point de cette situation. Limiter vie l'autre on a machine en danger, it's okay. Il y a aussi le comportement sexuel. On sait toutes et tous qu'il faut se protéger sexuellement pour ne pas s'exposer à des maladies qui conduisent même à la mort. Maintenant, ne pas se soucier de ça, c'est un comportement suicidaire. Il y a des personnes qui ont ce dédain de se prendre en charge. Et là, vous êtes en face d'un cas clinique de personnalité délinquante. Cet élément à lui seul ne suffit pas, mais vous voyez, au fur et à mesure que je donne les éléments, lorsqu'ils se réunissent presque tous, là, c'est une personne à prendre en charge de toute urgence. Je termine avec les deux autres éléments. C'est une irresponsabilité chronique. Cette irresponsabilité chronique s'explique par une absence totale d'engagement dans le monde, engagement dans le travail, ne pas pouvoir honorer, ne pas vouloir honorer ses dettes. Ouais, c'est une personne irresponsable. Quand on dit que quelqu'un est irresponsable, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, mais vraiment pour rien. Les rendez-vous ne se tiendront pas, les dettes ne seront pas épongées, il n'y aura pas d'action sociale, il n'y aura pas d'engagement de la communauté. Et dans une salle de classe, à chaque fois qu'on fait une activité, l'individu n'est pas dans cette activité-là. D'ailleurs, l'individu n'est même pas dans un comité, dans une commission, l'individu n'est dans rien. Et dans sa communauté, c'est la même chose. À l'église, la personne n'est impliquée dans aucun ministère, dans aucune activité de l'église. Et c'est une personne qui, en fait, se met progressivement en marge de la société. Et ce comportement, ce trait de personnalité est criminogène et on doit prendre, parce que quand même le conformisme social protège l'individu contre l'impulsion criminelle. Donc se conformer aux normes de la société, c'est ce qui est bon pour nous comme criminologues et non l'inverse. Enfin, on a cette absence de remords. C'est important. Lorsque l'individu commet une erreur, à partir de quel moment de la durée que l'individu au moins
sans un sentiment de remords, même si l'individu n'est pas à même de comprendre ce qui s'est passé, mais il y a ce sentiment qui nous amène à avoir honte, par exemple, qui nous amène à demander pardon, qui nous amène à considérer notre erreur, là, ou encore qui nous amène à fuir tout court. Donc vous voyez que quand sur les réseaux sociaux un individu commet un crime comme un meurtre et qu'il s'en vante, il n'y a pas de remords. Donc même si vous avez des conditions sociales qui expliquent le passage à l'acte de cet individu, vous devrez, lorsque vous aurez résolu le problème de conditions sociales, vous aurez quand même besoin de traiter et cet individu parce que vous avez un cas clinique de dysfonctionnement psychologique pour ces personnes. Nous avons des événements traumatisants comme le séisme du 12 janvier 2010 qui appellent forcément une prise en charge psychologique pour presque tout un chacun, particulièrement pour une personne qui a été directement touchée, soit qui a vécu l'événement physiquement ou soit qui a perdu un proche. Et dans ces conditions traumatisantes, on doit se demander quelle a été cette politique de l'État pour prendre ces personnes en charge. Et si ces personnes n'ont pas été prises en charge, elles vivent aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, avec les séquelles de cet événement ou de tout autre événement, d'accord, et qui exige un processus de deuil ou un processus de thérapeutique, un processus de traitement psychologique. Enfin, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que d'un côté, la biologie prime pour certains et que le crime s'explique par ces facteurs-là. Il y a de l'autre côté le fait que le crime pourrait s'expliquer, le phénomène criminel pourrait s'expliquer par des facteurs sociaux. Il y a aussi tout près de nous, avec la dernière partie de cette présentation, des facteurs psychologiques du crime. Mais Étienne de Greef va nous proposer de considérer tous ces facteurs, toutes ces grilles d'analyse pour comprendre globalement, j'utilise votre mot Alain, le phénomène criminel. Et cette approche holistique n'est pas une approche qui prend toutes les explications du crime, d'où qu'elles viennent, non. C'est des explications, des grilles d'analyse expérimentales, comme la biocriminologie, la psychocriminologie, la sociocriminologie. Étienne de Greef nous propose de prendre tous ces facteurs, de les mettre ensemble pour comprendre le phénomène criminel et pour agir justement contre ce phénomène. Maintenant, cette approche sert sur le plan collectif, tel que la montée de l'insécurité que nous avons actuellement. Cette approche également peut servir lorsque vous considérez l'individu personnellement, parce que chez un individu, il peut se réunir tous ces facteurs. L'individu peut être malade dans son corps, peut être malade socialement, peut être défavorisé, et cet individu peut être également malade dans sa tête. Et pour apporter un quelconque traitement, une quelconque thérapie, considérer cet individu, faire une approche biologique pour voir ce qui est une solution à considérer, ce qui ne marche pas dans la communauté, est-ce que cet individu est défavorisé et comment remédier à cette situation, et finalement, qu'est-ce qui n'irait peut-être pas dans la tête de cet individu pour lui proposer un soutien, un appui psychologique. Aujourd'hui, nous avons grand besoin des centres psychologiques pour nous donner des, ne serait-ce que pour survivre au fait que nous te levons bon matin, n'a bouilli, n'a fait manger, et puis brusquement, bandit vini, nous de l'autre côté. Cet événement est traumatisant. Maintenant, il faut cet appui psychologique pour nous aider nous-mêmes à ne pas suivre, à ne pas tomber dans la délinquance sous une autre forme, probablement. Parce qu'il n'y a pas que le meurtre qui soit de la criminalité. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de manifestations du crime, comme un individu qui était un individu modèle,
et puis qui subitement, après que Bandi fin prend Cali, tombe fait crime financier dans le travail, par exemple, tombe fait 6, tourner 9. C'est de la délinquance financière, économique et financière. Il y a d'autres formes, d'autres manifestations du crime auxquelles nous sommes toutes et tous exposés et que seule une prise en charge globale, une approche holistique pourrait aider à comprendre le phénomène criminel et essayer d'y apporter des éléments de solution pour d'abord agir sur l'insécurité, ce qui est faisable. Il y a des facteurs géopolitiques qui, quand on les prend en compte, on résout le problème de l'insécurité. Ce n'était pas là mes propos, mais je propose également des facteurs structurels pour tenter de résoudre le phénomène criminel parce que l'insécurité concerne les adultes là maintenant, mais le phénomène criminel concerne l'enfant qui est dans ton ventre, qui va naître, et qu'une prise en charge est nécessaire dès la naissance de l'enfant pour ne pas avoir un criminel en puissance de demain. Merci. Et voilà donc un exposé assez intéressant, long, mais pas lassant, parce qu'on aurait pu passer toute la journée, toute la soirée à écouter le professeur Daniel Jean parler dans le prisme holistique du phénomène criminel haïtien. C'était intéressant. J'ai envie de vous demander, monsieur, d'applaudir le professeur Jean, oui, parce que ça, c'était une belle école. C'était une grande école. On a beaucoup appris. Masterclass. Masterclass, comme on dit, ouais.